C'est intéressant, pardonne une phrase. Oui. C'est intéressant quand vous dites ça parce qu'on croit que pour parler aux gens, il faut parler leur langage. Eh bien, moi je pense justement que non. Oui. Il faut entendre le langage des bistrots par exemple, mais il ne faut pas parler la langue des bistrots quand on est président. Or, eux, ils croient qu'il faut... C'est comme quand on bétifie avec les bébés. Oui, en même temps, les enfants, les bébés, si vous leur parlez de Proust à 2 ans, ça peut être... Non, mais vous voyez bien qu'on prend tous un air de bébé quand on parle aux bébés. C'est une vision extrêmement méprisante. C'est une vision extrêmement méprisante des jeunes. Quand même. Il y a discussion. On a quand même une jeunesse qui est politisée. On a une autre jeunesse qui est en mesure, qui a la formation nécessaire pour comprendre les enjeux politiques. Si le président de la République va chez McFly et Cartier, c'est quoi la prochaine étape? Qu'il aille avec les Marseillais à Dubaï tant qu'il y est, ou qu'il incorpore les Marseillais dans le gouvernement. Les Marseillais à Dubaï. Les Marseillais, la télé-réalité. Attendez, 42% des jeunes. Ça m'a échappé. 42% des jeunes suivent des émissions de télé-réalité débiles. Qu'à cela ne tienne, à ce moment-là, que le président aille passer une saison avec les Marseillais à Dubaï, ou qu'il les intègre au gouvernement, ça sera encore mieux. En tout cas, je ne savais même pas qu'il y avait une émission de télé-réalité à Dubaï. Avant l'émission, j'ai demandé à Jean Messia, je lui ai dit, est-ce que vous pourriez ne pas être excessif? Bon. Il m'a dit, je ne suis jamais excessif. Jamais. Mais là, il a souhaité que les Marseillais à Dubaï entrent dans le gouvernement. C'est ce qu'il vient de dire. Ah, mais je dis, ce qui n'est pas du tout excessif. Donc si on file cette logique, c'est ça. Si t'en files un mauvais coton également. Voilà, c'est ce qu'on est en train de filer, figurez-vous. D'abord. C'est une vision utilitariste des choses, c'est-à-dire que la seule question qu'on pose, c'est est-ce que c'est efficace? Vous savez, Emmanuel Macron, comme tous ceux qui l'entourent, viennent du monde de l'entreprise. Et donc Emmanuel Macron est un chef d'entreprise comme un autre. Ça, ce que vous dites, il s'attaque en fait. C'est pas vrai. Jean Castex, il vient pas du monde de l'entreprise. Non, mais je parle de ses collaborateurs à l'intérieur de l'Élysée et d'un certain nombre de membres du gouvernement. Et donc ils segmentent en fait l'électorat, c'est des segments, des cibles, d'accord, qui traitent comme en marketing, voilà. Enfin, mais depuis John Kennedy, arrêtez le marketing, c'est pas nouveau non plus. Arrêtez. Juste pour compléter ce que vous dites, c'est que effectivement là la séquence elle est gênante. Dîner chez les gens. Elle est gênante parce qu'en fait en face il n'y a pas de politique. Le président de la République est un politique. En face, il n'y a pas de politique. C'est ça qui différencie cette séquence de séquences comme par exemple des émissions, des talk-shows comme Touche pas à mon poste par exemple, où là effectivement c'est un talk-show, il y a des blagues, des vannes, etc. Mais très souvent, ça c'est un bon argument. Mais très souvent, Cyril Hanouna a l'intelligence d'inviter en face des gens qui pensent différemment. Et donc il y a politique contre politique. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, McFly et Carlito sont un peu les idiots utiles du macronisme d'une certaine façon. C'est-à-dire ils sont instrumentalisés pour l'image du président puisqu'ils n'ont pas la culture politique pour apporter une quelconque contradiction au président. Bon, trop chic, c'est trop solennel, c'est trop ceci. On va aller... Pascal Praud, Hollande était un président normal, on a vu comment ça a fini. En France, effectivement, il y a le style du monarque républicain. Les présidents Ikea, c'est pas chez nous. Voilà. Pourquoi ils sont montables en kit? Où était Audrey Pulvar quand justement ça s'enflamme dans certains quartiers, dans certaines zones, etc. On l'entend jamais utiliser les mots de fractieux. Mais elle fait pas autre chose. Mais elle fait de la politique. Attendez, on ne peut pas avaler sa langue dans une situation où tout flambe, où les flics se font caillasser, tuer, etc. Et de l'autre côté, lorsqu'il y a une manifestation qui est pour le moins pacifique, venir parler de sédition, de marcher sur l'Assemblée, etc. Pulvar, comme tant d'autres, savent très bien se scandaliser face à la violence que peuvent avoir certains policiers, mais ils sont totalement aphones sur les centaines, peut-être les milliers, les dizaines de milliers de violences dont sont victimes les Français chaque jour, chaque semaine, de la part de certaines immigrations. Je veux dire, s'il faut à chaque fois... Là, elle a consacré une conférence de presse entière pour parler de 3 ou 4 cas qui posent en plus problème où la police n'est pas impliquée. Mais quid des actes terroristes, quid de ces coups de couteau qui sont portés à des Français lambda, quid de ces insultes, sale français, sale blanc, etc. C'est l'exemple de la communautarisation du pays, puisqu'elle intervient que sur... Si on parle de tout, on parle de rien. Madame Pulvar, elle met en avant une sorte de privilège noir pour, soi-disant, combattre le privilège blanc. C'est tout ce qui ressort de son discours. Alors, c'est une seconde, mais qu'ai-je appris, Jean Messia? Le scandale Messia. Qu'ai-je appris? Vous étiez invité à donner une conférence? Non, j'étais invité à présider le concours d'éloquence du barreau de Paris. Et donc j'avais été contacté par maître Mourad Boutique qui m'avait affronté sur le plateau de TPMP. Ouais. Et ensuite il m'a dit, voilà, on n'est pas d'accord.
Mais nous sommes très attachés à la liberté d'expression et je voulais vous inviter à présider ce jury, donc le 2 juin prochain, voilà. Et donc, ça a été annoncé, et là, pendant toute la journée, ça a matraqué de partout, mais comment, mais pourquoi vous invitez Jean Messia, c'est inadmissible, enfin bon, toute l'islamo-gauchisme et les islamo-gauchistes qui gangrènent un certain nombre d'institutions, dont je pense la justice, eh bien, se sont déchaînés, et en fin de journée, j'ai appris par Twitter, parce que le fameux maître boutique n'a pas eu l'élégance de me prévenir avant. J'ai appris sur Twitter que j'avais été décommandé. Et alors la palme revient quand même à une avocate qui m'explique que la raison pour laquelle je ne suis pas invité, car la maison des avocats est celle des droits, de la défense, de la tolérance et de l'humanisme. Et donc, au nom des droits, de la défense, de la tolérance et de l'humanisme, on interdit à quelqu'un de venir exprimer une opinion. Il s'agit de maître Julia Courvoisier, qui est très assurée en disant cela, et qui ne comprend même pas l'aporie grotesque de son raisonnement. C'est drôle, c'est très drôle. La maison de la tolérance, ça c'est drôle. C'est génial. Et tous ces gens qui nous donnent des leçons en permanence sur le pluralisme, la bienveillance, etc., voilà leur véritable visage. Je précise quand même que le courant de pensée auquel j'appartiens représente quand même une frange non négligeable de la population française, entre 40 et 45%. Oui, donc si on commence à ostraciser une partie... Rien, mais... Non mais quand même, si, je veux dire, si on commence à ostraciser des millions de Français parce qu'ils pensent différemment de la pensée dominante... D'Audrey Pulvar, exactement. Une pause. Ça, je veux dire, comment est-ce qu'on peut qualifier la gestion de la crise sanitaire par l'Europe, par exemple, de chance? Alors là, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est une chose. La deuxième chose... Martial You vous répond. On ne peut pas non plus... Martial You vous répond. Non. On ne peut pas dire une chance alors qu'il y a un coût humain épouvantable, et surtout que les pays ne se sortent pas de la même façon. C'est-à-dire l'Allemagne, par exemple, se sort de cette crise sanitaire beaucoup mieux que la France, y compris sur le plan économique et financier. Et pour le coup, la France, là, elle va être atteinte d'un Covid long, avec un endettement abyssal, avec effectivement un fossé qui va se creuser entre les bons et les moins bons au niveau européen comme au niveau national. J'ai compris. Voilà. Non, mais justement, votre raisonnement économique, votre raisonnement économique n'est pas bon, parce que quand vous dites qu'il n'y a jamais eu de crise suite à laquelle tous les pays en temps de paix ont arrêté leur économie, ont fermé leurs frontières, excusez-moi, ça date de la tulipomanie, de la crise de la tulipe au XVIIe siècle. Et ensuite, après la crise de 29, il y a eu ce qu'on appelle les dévaluations compétitives, il y a eu la fermeture des frontières, et tous les pays avaient des PIB en baisse. Donc ne présentez pas. Les causes peuvent. Les causes peuvent varier. Effectivement, c'était pas un virus, mais les conséquences économiques, c'est déjà 1000 fois observé. Dassault traîne un peu les pieds sur l'avion ou pas? Dassault, non, enfin c'est plutôt l'ancienne ADS qui est en train de se reconstituer autour de ça. Dassault a son propre avion de chasse, évidemment. Donc simplement pour répondre à Jean Messia. Bon, la crise sanitaire. Oui, c'est pas une réussite pour l'Europe. On n'a même pas un vaccin en commun. On est en train d'avancer. La seule chose dont nous souffrons tous ici, sans doute, apparemment, quand je regarde vos lunettes, c'est qu'on a un petit problème de myopie. Voilà, c'est-à-dire qu'on regarde. Et ça n'est pas la même acuité pour tout le monde. Hein. Simplement, l'Europe, on verra dans 5 ou 6 ans si, par exemple, les 9 milliards qu'on met dans les biotech permettent de trouver des solutions. On va continuer tout à l'heure la discussion. Votre livre aurait pu être écrit il y a 15 ans, d'accord? Non. Il y a 15 ans, je disais exactement la même chose. Quand je faisais ma thèse de doctorat sur l'Union européenne dans les années 95 à 2000, on avait exactement le même type de thèse. Et 15 ou 20 ans après, regardez où on en sommes. Je ne sais pas si j'ai bien fait de vous inviter, parce que vous êtes un ami. Et maintenant, je vous ai mis à côté de... Voilà, je vous ai mis à côté de Jean Messia. Donc, moi, je suis sidéré parce que vous avez dit sur l'Europe politique, comme si c'était une réussite. Vous êtes passé comme ça, l'Europe a construit, on a construit l'Europe. Non, sur la guerre, oui. C'est la seule réussite, c'est que l'Europe a évité les guerres. Moi, je pense, si vous voulez, que globalement, il y a une veine jugulaire antinationale qui irrigue l'ensemble des choix et qui constitue autant de provocations contre le peuple français et contre la France en permanence. On a mis en avant le talent footballistique de Benzema, que je ne conteste pas. Mais Benzema va jouer dans l'équipe nationale. Le mot national n'est pas décoratif. Quand quelqu'un est incapable de chanter l'hymne de son pays, il ne joue pas pour son pays. Youssoufa, qui stigmatise des Blancs dont il dit qu'ils naissent égaux supérieurs, il n'a été vilipendé par personne. En tout cas, pas par ceux qui l'ont choisi. En tout cas, voilà. À chaque fois, ce gouvernement et ses institutions commettent des provocations à l'endroit de la France, provoquent la France et les Français, et viennent ensuite se plaindre qu'il y a une polémique.
Mais il faut arrêter. Je veux dire, non, mais ce qui est intéressant, il faut respecter l'identité de la France et choisir des artistes en fonction de ce pourquoi on va les mettre, c'est-à-dire français. Défendant la France. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Moi, j'ai rien évidemment contre Youssoupha, mais imaginez si c'était un chanteur d'extrême droite qui avait écrit, pourquoi pas, une chanson très sympa sur l'équipe de France, mais qu'on ressorte ce qu'il avait écrit dans d'autres chansons. Je vous rappelle qu'on ne célèbre pas Céline, ou on n'a pas célébré Céline il y a 2 ans, à juste titre ou pas, au nom des pamphlets qu'il avait écrits. Donc la cancel culture, elle s'applique à Céline, mais là, la cancel culture, elle ne s'applique pas. Non, mais vous avez raison. La fiction, c'est un choix. La fiction, si quelqu'un avait écrit sur Assad Traoré ce qu'il a écrit sur Marine Le Pen, il serait en tôle. Mais ça existe. La fiction de valeur actuelle sur Madame Marine Le Pen. Sur Marine Le Pen, c'est intéressant parce que... Monsieur Pro, la fiction de valeur actuelle sur Madame Obono l'été dernier... Qui a fait se convulser toute une frange des médias, etc. Et qui n'était pas raciste. Alors que c'était une fiction, donc on peut aussi mettre ça sous le chapitre de l'art, de la version artistique, etc. Ils sont en procès. Alors ça, c'était intolérable, mais par contre, quand Youssoupha chante l'anti-France et critique les Blancs et critique la France, là, ça devient de l'art tout d'un coup. Et la plus, elle n'a pas de barbe, elle n'a pas... Ce qui est fait, c'est quand même... Laissez parler, monsieur Platel. C'est de la poésie et de l'harmonie. Et en plus, elle a cette fierté de poser avec le drapeau français. Oui. Et je trouve que quand on porte comme ça l'image d'un pays, honnêtement, elle a été beaucoup plus digne que M. Macron avec ses youtubeurs. Il a raison. Je vais me permettre de compléter ça. On nous explique depuis 40 ans qu'il faut juste que la France est un petit pays qui ne peut pas réussir, qu'on doit se multiculturaliser, que la culture française finalement c'est ringard, qu'on ne peut pas chanter en français parce que vous comprenez, c'est l'anglais qui réussit. Là, on a l'exemple emblématique de quelqu'un qui réussit en étant français jusqu'au bout des ongles, en portant son drapeau. Et donc moi je crois que là c'est une belle preuve de ce dont est capable la France quand elle est la France, y compris dans le monde des arts. Voilà. Je pense qu'il y a un lien têtu entre le déclin de la France depuis une quarantaine d'années et la défrancisation de la France voulue par ses élites. Vous aurez noté quand même qu'à l'Eurovision, il y il y avait 3 chansons qui étaient en français. Pas que la France. Et la Suisse, vous apportez de l'eau, vous apportez et la Suisse et la France étaient devant très longtemps, mais ça n'en finissait pas leur affaire. Parce que une fois que tu as, moi j'ai regardé, une fois que tu as terminé les 26, après tu as eu 5 fois, 6 fois le passage des 26 pendant les votes. Entre la fin du concours et le début des votes, il s'est passé combien de temps? Plus d'1 heure? Je dois avouer que je n'ai pas regardé. Comme quoi, on n'a pas besoin de gens comme Youssoupha pour réussir, vous voyez. Non, mais cela